Salut, moi je m'appelle Monsieur Kamsu Motsebo William, enseignant de chimie. Donc pour tous vos problèmes de chimie, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube Les Professeurs Titulaires et réagir en commentaire. Pour tous vos soucis, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Je serai avec vous tout au long de l'année. Donc pour tous vos problèmes, abonnez-vous et nous allons réagir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Asseyez-vous. Bon, aujourd'hui, nous allons faire les travaux dirigés, n'est-ce pas, sur le premier module, qui va me donner l'intitulé du premier module en physique, chimie, technologie. Qui connaît l'intitulé du premier module que nous avons vu? Oui. La matière, ses propriétés et ses transformations. La matière, ses propriétés et ses transformations. Mais pour cette séance, nous allons faire des travaux dirigés sur la matière, ses propriétés et ses transformations, n'est-ce pas? Et principalement, nous avons vu que la matière est constituée d'une petite entité que nous avons appelée quoi? Que nous avons appelée quoi? Non. Oui. L'atome, n'est-ce pas? L'atome. Donc, l'atome est la plus petite entité qui entre dans la constitution de la matière, n'est-ce pas? Il est constitué de quoi? D'un noyau et des électrons. Pour votre niveau, on représente l'atome ainsi. Là sont les électrons qui sont autour du noyau. Et là, nous avons quoi? Le noyau. Donc l'atome est constitué d'un noyau. On n'a pas dit des noyaux. On a dit d'un noyau et des électrons. Et les électrons gravitent autour du noyau pour former ce que nous avons appelé quoi? Quand les électrons gravitent autour du noyau, le cortège électronique, on va appeler nuage électronique. Voilà. Et nous avons aussi vu que l'atome est électriquement neutre. Pourquoi il est électriquement neutre? Qui va me dire pourquoi l'atome est électriquement neutre? Oui, mon ami. Parce qu'il contient les ions positifs et les ions négatifs. Non. Mal dit. Qui va nous trouver? Lorsqu'il contient autant de charges négatives à son noyau que de charges positives. Voilà. Parce qu'il contient autant de charges négatives que de charges positives. C'est compris? Donc, un atome est électriquement neutre parce que dans son sein, il est constitué autant de charges positives que de charges négatives. Ça veut dire que si vous connaissez le nombre de protons, alors dans un atome, vous pouvez connaître le nombre d'électrons. Parce que le nombre de protons, c'est égal au nombre d'électrons. Les électrons sont chargés négativement, sont deux. Ces électrons qui constituent le nuage électronique. Et les protons, qui sont des charges, encore appelées numéros atomiques, sont constitués dans le noyau. C'est pour ça qu'on dit que le noyau porte la charge positive et les électrons portent la charge négative. Pour ce faire, on va corriger quelques exercices concernant ce module. Donc je n'ai que quelques exemplaires que vous allez prendre connaissance. Quelques exemplaires.
Bon. Le premier exercice, on nous demande de définir réaction chimique. Réaction chimique. C'est quoi une réaction chimique? Qu'est-ce qu'une réaction chimique? Oui, mon ami. Une réaction chimique est une transformation qui affecte des corps qui se décomposent tandis que les nouveaux corps se compose. Pas bien formulé. Qui va aider? Qui va l'aider? C'est quoi une réaction chimique? Une réaction chimique, n'est-ce pas? C'est une transformation chimique au cours de laquelle des corps purs appelés réactifs disparaissent et simultanément se forment de nouveaux corps purs appelés produits qui apparaissent, n'est-ce pas? Donc, une transformation chimique au cours de laquelle des corps purs appelés réactifs disparaissent et se forment de nouveaux corps purs appelés produits. C'est quoi donc une molécule? Une molécule. Qui va définir? Oui. Une molécule est un assemblage d'atomes. Oui, qui va l'aider? Une molécule est un assemblage de coordonnées bien ordonnées. Oui, mademoiselle. Une molécule est un assemblage bien ordonné d'atomes liés entre eux. Par quoi? Voilà. Donc une molécule, n'est-ce pas, est un assemblage ordonné d'atomes liés entre eux par des liaisons de covalence. Nous avons vu tout à l'heure l'atome. Celui-ci, ça c'est l'atome. N'est-ce pas? Et une molécule est constituée de plusieurs atomes. Une molécule est constituée de plusieurs atomes. Exemple d'une molécule que vous connaissez, qui peut donner un exemple? Oui. La molécule monoatomique. Est-ce qu'il y a une molécule monoatomique? On dit plusieurs atomes. Une molécule est déjà constituée de plusieurs atomes. Donc il ne peut pas être monoatomique. Mono veut dire un seul, n'est-ce pas? Il ne peut pas être monoatomique. Oui. L'hydrogène. Non, l'hydrogène c'est un atome. Qui va donner un exemple de molécule? Oui. Le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est une molécule, n'est-ce pas? Il est constitué du sodium et du chlore. N'est-ce pas? On peut avoir le dihydro. Il est constitué de deux atomes d'hydro. Donc il forme une molécule. On a le dioxygène. Nous avons aussi le diazote. N'est-ce pas? Ce sont des molécules. Parce qu'ils sont constitués de plusieurs atomes. Ils sont liés entre eux par des liaisons de covalence. C'est quoi donc un ion? Qui va définir ce que c'est qu'un ion? Oui, mon ami. Un ion est un atome ou une molécule ayant gagné ou perdu au moins un électron. Ayant gagné ou perdu au moins un électron. Plus ou moins, oui. Un ion est un atome ou groupe d'atomes ayant gagné ou perdu au moins un ou plusieurs électrons. Voilà. Ayant gagné ou perdu au moins un ou plusieurs électrons. Donc, un ion est un atome ou un groupe d'atomes contenant un élément qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. C'est compris? Voilà. La deuxième question, répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. Répondre par vrai ou faux. Un anion possède un déficit d'électrons, vrai ou faux? Un anion possède un déficit d'électrons. Qui dit faux? Qui dit vrai? Pourquoi? Pourquoi c'est vrai? Quelle est la raison? Oui. Quand on dit un anion,
possède un déficit d'électrons. Nous avons vu tout à l'heure, nous avons défini ce que c'était un ion. Nous avons dit qu'un ion, n'est-ce pas, un ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons, n'est-ce pas? Et un cation, un ion est constitué de quoi? Un ion peut être un cation, ça peut être un anion, n'est-ce pas? Un anion, quant à lui, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou plusieurs électrons. Et lorsque tu gagnes des électrons, tu te charges comment? Négativement, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu as un excédent d'électrons. Dans un anion, un excédent d'électrons. Donc il a plus d'électrons que de protons, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il est chargé négativement. Alors qu'un cation est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons. Et lorsque tu perds des électrons, alors tu te charges positivement. Et on vous pose dans la question, un anion possède un déficit d'électrons, vrai ou faux? Faux. Un anion doit posséder un excédent d'électrons. Parce que lorsqu'il gagne des électrons, alors le nombre d'électrons en son sein est supérieur au nombre de protons, n'est-ce pas? Au nombre de charges positives. Donc un anion a plus de charges négatives que de charges positives. C'est pour ça qu'il est chargé négativement. N'est-ce pas? Qui va donc donner un exemple d'anion? Exemple d'anion que vous connaissez. Oui. Ion chlorure. Oui. Non. Oui. Ion sulfate, n'est-ce pas? Vous voyez qu'à chaque fois ils sont chargés négativement. Exemple de cation que vous connaissez. Exemple de cation. Oui, mon ami. Ion aluminium. Al3+. Oui, un autre exemple. Oui. Ion magnésium. Ion magnésium. Mg2+. Ion sodium. Na+. Est-ce que vous avez compris la différence entre un anion et un cation? Ça ne doit plus être flou dans votre cerveau. Ça doit être clair. C'est compris? Voilà. Nous allons donc poursuivre avec la question B. L'atome est constitué d'un cortège électronique et des électrons. Vrai ou faux? Vrai. L'atome est constitué d'un cortège électronique et des électrons. Vrai ou faux? Faux. Tout à l'heure, nous avons dit que l'atome est constitué d'un noyau et des électrons. Donc là, la question, on nous a piégé. On a dit un atome est constitué d'un cortège électronique et des électrons. Non. C'est le mouvement de rotation que les électrons effectuent autour du noyau qui constitue ce qu'on appelle le nuage électronique. Donc quand on parle de nuage électronique et des électrons, il s'agit encore de la même chose. Donc un atome est constitué d'un noyau et des électrons. Cependant, nous avons vu dans le domaine, quand nous avons parlé des ions, il existe deux types d'ions. Les ions monoatomiques et les ions polyatomiques. Monoatomiques parce qu'ils sont constitués d'un seul atome et polyatomiques parce qu'ils sont constitués de plusieurs atomes. Exemple, nous avons l'ion chlorure, c'est un ion monoatomique. Ion sulfate, c'est un ion comment? Polyatomique. Pourquoi? Parce qu'il est constitué de l'atome de soufre que voici et de 4 atomes d'oxygène. Il est poly, de là plusieurs atomes. Poly veut dire plusieurs, n'est-ce pas? L'ion aluminium, c'est un ion monoatomique. L'ion magnésium, c'est un ion monoatomique. Et l'ion sodium, c'est aussi un ion monoatomique. Il existe deux types d'ions. Les ions polyatomiques et les ions
monoatomique. Et un ion peut être soit un cation, soit un anion. Ensuite, nous allons passer à l'équilibre des équations, n'est-ce pas? Pour équilibrer les équations, nous avons vu la règle de Lavoisier. Qui peut me rappeler la loi de Lavoisier? Lavoisier dit quoi concernant l'équilibre des réactions? Parce qu'on parle de la loi de Lavoisier justement pour équilibrer les équations. Voilà. Que dit la loi de Lavoisier? Oui, mon ami. La loi de Lavoisier dit que les deux éléments doivent être égaux. Non. Oui. La loi de Lavoisier dit que les réactifs consommés doivent être égaux au produit. Voilà. C'est ce que dit la loi de Lavoisier. Lavoisier dit quoi? Au cours d'une réaction chimique, les réactifs, la masse des réactifs consommés doit être égale à la masse des produits formés. Parce qu'au cours d'une réaction chimique, les réactifs qui réagissent entre eux disparaissent et ils se forment des produits. Donc cependant, nous allons donc équilibrer certaines équations. Nous allons équilibrer certaines équations. Nous allons équilibrer donc certaines équations. Le diazote plus le dihydrogène pour nous donner quoi? L'ammoniac, n'est-ce pas? Par la suite, on prend le sulfure d'hydrogène plus le dioxygène qui va nous donner quoi? Le dioxyde de soufre plus une molécule d'eau. Dans ces différentes équations, nous allons les équilibrer. Là, nous allons prendre l'oxyde de calcium plus le carbone pour donner et le monoxyde d'azote. Et nous allons prendre cette dernière réaction qui est l'éthane plus le dioxygène qui va nous donner le dioxyde de carbone plus une molécule d'eau qui va donc équilibrer la première équation. Oui, mon ami. Nous équilibrons la première équation en respectant la règle de Lavoisier, n'est-ce pas? Qui dit la masse des produits formés doit être égale à la masse des réactifs consommés. Voilà. Bon, vérifions. Va t'asseoir, vérifions. Ici, nous avons combien d'atomes d'azote? Deux atomes d'azote. Côté réactif. Côté produit, on a combien d'atomes? Deux. Les atomes d'azote sont équilibrés. Donc, ça respecte la loi de Lavoisier. Ici, nous avons combien d'atomes d'hydrogène? 6. N'est-ce pas? 3 fois 2. 6 atomes d'hydrogène. Et là, nous avons combien aussi? 6 atomes d'hydrogène. Donc, il a équilibré cette équation. N'est-ce pas? Et on équilibre les équations à partir, parce qu'il a utilisé 3 et 2. On va les appeler les coefficients stoichiométriques. Et ces coefficients stoichiométriques se mettent toujours, je dis bien, toujours devant les symboles des atomes. C'est toujours devant les symboles des atomes. Qui va équilibrer la deuxième équation? Qui part au tableau? Vous avez peur? Oui, mon ami, va équilibrer la deuxième équation. Vas-y alors.
C'est la machine est off. C'est bon? Tu n'arrives pas? Si tu n'arrives pas, tu donnes la clé, on explique. Ça veut dire que vous ne comprenez pas suffisamment. Donc, je vais encore expliquer pour que vous puissiez comprendre, n'est-ce pas? Pour équilibrer une équation chimique, il faut se baser sur la règle de Lavoisier, n'est-ce pas? Lavoisier dit quoi? La masse des réactifs consommés doit être égale à la masse des produits formés. Donc, je dois m'arranger à avoir côté réactif le même nombre d'atomes de chaque élément. Je vais aussi les retrouver ce même nombre d'atomes côté produit, n'est-ce pas? En utilisant les coefficients stoichiométriques qui se mettent toujours devant les symboles des atomes. Ici, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? 2. Là, j'ai combien? 2. Donc, côté réactif, j'ai 2. Côté produit, j'ai 2. C'est équilibré, non? Oui, monsieur. J'ai combien d'atomes de soufre? 1. Côté réactif. Côté produit, j'ai combien d'atomes de soufre? 1. C'est équilibré. Oui. Voilà. Côté, il manque quoi? Les atomes d'oxygène. Voilà. Côté réactif, j'ai combien d'atomes d'oxygène? 2. Côté produit, j'ai combien? 3. Donc j'ai 2 là et un atome d'oxygène qui est là. Ça fait 3. Comment faire pour avoir 3 atomes d'oxygène ici? Oui, mon ami. On va passer 3 au réactif. 3. Si je mets 3 là, ça fait plutôt 6. Est-ce que c'est équilibré? Pour que ça soit équilibré, il faut qu'il fasse comment? Oui. On met là-bas, on met 2. Voilà, que je divise par 2. Et lorsque je divise par 2, ça fait donc 3 fois 2 qui donne 6, divisé par 2 qui donne 3. N'est-ce pas? Et là, on a aussi 3 atomes d'oxygène. Et là, 3 atomes d'oxygène. Je fais la même chose avec cette équation. Là, j'ai combien d'atomes de calcium? 1. Côté réactif, côté produit, j'ai combien d'atomes de calcium? 1. Voilà. Maintenant, les atomes d'oxygène, j'ai combien d'atomes d'oxygène? 1. Là, j'ai combien? 1. Voilà. Les atomes de carbone, j'ai combien ici? 1. Là, j'ai combien? 3. 3. N'est-ce pas? Pour équilibrer, il suffit que je mette voilà. Pour que l'équation soit équilibrée. C'est compris? Je passe donc à la dernière équation. Qui va donc nous équilibrer la dernière équation, si vous avez compris? Oui, moi. Taisez-vous. Vous pouvez travailler sur les bouillons. N'attendez pas toujours celui qui est au tableau. N'est-ce pas? Oui. Prenez une fiche et travaillez. Comme ça, quand il fait au tableau, vous-même vous faites dans vos bouillons. Nous sommes à quelques mois de l'examen et des choses aussi simples vous dépassent. Ça veut dire que vous n'étudiez pas. N'est-ce pas? Voilà, vérifions s'il l'a trouvé. N'est-ce pas? Voilà, côté réactif, j'ai combien d'atomes de carbone? 2. Côté produit, j'ai combien? Il a mis 2. N'est-ce pas? Les atomes de carbone sont équilibrés. Les atomes d'hydrogène, j'ai combien d'atomes d'hydrogène là? 6. 6 atomes d'hydrogène. Et là, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? 6 atomes d'hydrogène. N'est-ce pas? Maintenant, regardons les atomes d'oxygène. J'ai combien d'atomes d'oxygène là? 6 atomes d'oxygène. Là, j'ai combien? 2 fois 2, 4, plus 3. C'est combien? 7. Est-ce que les atomes d'oxygène sont équilibrés? Non. Côté réactif, j'ai 7 atomes d'oxygène. Parce que ça fait 2 fois 2, 4 atomes d'oxygène,
plus 3, parce que le 3-ci, qui est devant le symbole de l'eau, multiplie aussi l'atome d'oxygène. Ça fait donc 4. Ça fait donc 7. Donc 4 plus 3 me donne 7. Pour donc avoir 7 ici, il me faut multiplier par 7. Ça fait donc 7 fois 2. 14. Et je divise par 2, ça me donne 7. C'est compris? Et l'équation est... Donc rassurez-vous toujours que tous les éléments qui constituent la réaction sont équilibrés. C'est compris? Voilà. Donc, travaillez davantage à la maison sur l'équilibre des équations, notamment en utilisant la règle de Lavoisier. Nous avons suffisamment fait l'exemple. Et je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. L'exercice 2 dit quoi? Calculer la masse molaire. Calculer la masse molaire du carbonate de calcium. De formule CaCO3. On nous demande de calculer la masse molaire du carbonate de calcium. N'est-ce pas? La masse molaire du calcium est de combien? 40, n'est-ce pas? La masse molaire du carbone est de combien? 12. Et la masse molaire de l'oxygène est de combien? 16. Voilà. Nous avons les données pour calculer la masse molaire du carbonate de calcium. Qui va donc calculer? Oui, mon ami. Vas-y vite. Les autres, travaillez dans les bouillons. Que chacun s'exerce. Quand votre camarade est au tableau, vous-même vous devez travailler. N'est-ce pas? Oui, n'attendez pas votre camarade. Voilà. Ça nous donne 100 grammes par mol. Merci mon ami. Applaudissez très fort pour lui. Voilà. N'est-ce pas? Il a bien décomposé la masse du carbonate de calcium. Il a bien décomposé. Ça fait la masse molaire du carbonate, du calcium, plus la masse molaire du carbone, plus 3 fois la masse molaire de l'oxygène, n'est-ce pas? Parce qu'on a 3 atomes d'oxygène dans la molécule. C'est compris? Ça fait donc 40 plus 12 plus 3 fois 16. N'est-ce pas? C'est ça qui nous donne 100 grammes par mol. Donc voilà la masse molaire du carbonate de calcium. Par la suite, tu n'as pas compris, vous avez compris, non? Voilà. Par la suite, on nous demande de déterminer la masse, sachant que sa quantité de matière est de 0,1
375. On nous demande de déterminer la masse du carbonate de calcium, sachant que la quantité de matière est de 0,375 mol. On nous demande de déterminer la masse. Déterminons la masse. Pour déterminer la masse, qu'est-ce que je vais faire? Oui. On va d'abord appliquer la formule de la quantité. On va d'abord mettre la formule initiale N est égal à petit M sur grand M. Voilà. On prend la formule de la quantité de matière. La quantité de matière est égale à quoi? À la masse sur la masse molaire. Or, on me demande quoi? La masse, n'est-ce pas? Équivaut à dire quoi? Que la masse est égale à quoi? Oui. Petit n fois m. Voilà, est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. Et la formule qui me permet toujours de faire l'application numérique, je vais faire comment? L'encadrer. C'est compris? Et donc je passe dans l'application numérique. L'application numérique, ça me donne masse égale quantité de matière, on m'a donné, c'est combien? 0,375 fois la masse molaire qu'on vient de calculer. 100 grammes, ça nous donne combien? Fois 100, ça nous donne combien? La masse. Ça nous donne combien? Voilà, 37,5 grammes. Voilà la masse qu'on nous demande de calculer. Vous avez compris? Voilà. Ensuite, on nous demande l'atomicité. C'est quoi l'atomicité? Qui va nous définir? On a vu dans le cours, atomicité veut dire quoi? Si je vous demande, par exemple, de me donner l'atomicité de cette molécule, c'est l'acide sulfurique. Quelle est l'atomicité de cette molécule? Avant de donner l'atomicité de l'acide sulfurique, qui va me définir l'atomicité? Vous ne connaissez pas? Oui, moi. L'atomicité est le nombre de molécules qui se trouvent dans un lien. Non. Non. L'atomicité, c'est le nombre d'atomes que renferme une molécule. L'atomicité, c'est le nombre d'atomes que renferme une molécule. C'est compris? Voilà. Nous avons donc une molécule. Cette molécule, c'est l'acide sulfurique. On veut connaître l'atomicité, c'est-à-dire le nombre d'atomes que renferme cette molécule. Cette molécule renferme donc combien d'atomes? 7. Vérifions. On a combien d'atomes d'hydrogène? 2. On a combien d'atomes de soufre? 4. On a combien d'atomes d'oxygène? 4. Ça nous fait 2 plus 1 plus 4, ça donne combien? 7. Donc, l'atomicité de l'acide sulfurique est de 7 atomes. Vous avez compris? Lorsqu'on vous demande l'atomicité d'une molécule, c'est le nombre d'atomes que renferme cette molécule. C'est compris? Voilà. Prenez donc la correction. Par la suite, on nous demande qui peut donc me donner l'atomicité de cette molécule. Voilà, si vous avez compris, donnez-moi donc l'atomicité de cette molécule. Il s'agit de la formule de l'urée. Ça, c'est la formule chimique de l'urée. Quelle est donc l'atomicité de cette molécule? Oui. Il a combien d'atomes? 6. Non. Oui. Il a combien d'atomes? Travaillez.
Oui. Il n'a pas 7 atomes. Ce n'est pas la loterie, mon ami. On calcule le nombre d'atomes. Combien d'atomes renferme cette molécule-ci? Quelle est l'atomicité de cette molécule? Oui. 8 atomes. N'est-ce pas? Cette molécule renferme 8 atomes. On doit vérifier, n'est-ce pas? Pour ceux, parce qu'il y a d'autres qui sortent et les yeux parce qu'ils ne comprennent pas. Nous allons vérifier. Ici, on a combien d'atomes de carbone? Un seul atome de carbone. Là, on a combien d'atomes? 1. N'est-ce pas? Ici, on a combien d'atomes d'hydrogène? 2. 2 pourquoi? Parce que le 2 qui est en indice multiplie tout ce qui est dans la parenthèse. C'est compris? Le 2 qui est là multiplie tout ce qui est dans la parenthèse. Ça fait en sorte qu'on a 2 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'azote. N'est-ce pas? Et combien d'atomes d'hydrogène? 4 atomes d'hydrogène. 2 fois 2 me donne 4. Ça fait donc 1 plus 1 plus 2 plus 4, ça me donne 8 atomes. C'est compris? Voilà donc l'atomicité de la molécule d'urée. Ça c'est l'urée. Ça c'est la molécule de l'urée qui est un engrais. C'est compris? Voilà. Si c'est compris, on poursuit. Maintenant, on va poursuivre avec le symbole des éléments chimiques. De quelques éléments chimiques, n'est-ce pas? Par exemple, on nous demande le symbole de le nom de cet ion. C'est quel ion ici? Comment on appelle cet ion? Qui va nous donner le nom de cet ion? C'est un cation ou c'est un anion? C'est un anion, pourquoi? Parce qu'il est chargé négativement. Et c'est quel anion? C'est quel nom? Donnez-nous le nom. Ion quoi? Oui, mon ami. Oui. Non, on n'a pas demandé le type d'ion. Oui. Ion hydroxyde. Il s'agit de l'ion hydroxyde. Ion hydroxyde. On appelle cet ion-ci ion hydroxyde. Et cet ion, on l'appelle comment? H3O+. Comment on appelle cet ion? H3O+. Il va nous donner le nom de cet ion. C'est pourtant vulgaire. Mais vous devez connaître en classe de troisième. N'est-ce pas? Ion? Non. Ça c'est l'ion quoi? Pas ion oxygène. Ça c'est l'ion hydronium. On a vu ça en cours. Vous ne lisez pas beaucoup. N'est-ce pas? Vous ne lisez pas. Vous ne lisez pas beaucoup. Ça c'est l'ion hydronium. Celui-ci, voilà l'ion oxygène. Ion oxygène, c'est O2 mots. Ion oxygène. Là c'est l'ion sodium. Donc vous devez, pour la prochaine séance, recenser tous les différents ions que vous connaissez. N'est-ce pas? Le nom avec leur symbole. Pour la prochaine séance. Celui qui ne fera pas, n'en fera pas. C'est compris? Il est inadmissible que vous ne connaissez pas le nom de l'ion hydroxyde, l'ion hydronium. Voilà. On va donc continuer. Qui a établi pour la première fois la classification périodique des éléments? Qui a établi pour la première fois la classification périodique des éléments? Hein? Qui a établi pour la première fois? Ça va de soi, non? Comment s'appelait ce chimiste? Et de quelle nationalité était-il?
Celui qui a établi pour la première fois la présentation périodique des éléments s'appelle Dimitri Mendeleïev. N'est-ce pas? Il s'appelle Dimitri Mendeleïev. C'est un chimiste russe. Il a établi en 1908. Il a établi pour la première fois, c'est lui qui a établi pour la première fois la classification périodique des éléments. Et qui peut nous rappeler les critères sur lesquels il s'est basé? Il s'est basé sur quels critères pour établir la classification périodique des éléments? Il s'est basé sur quoi? Non. Il s'est basé, n'est-ce pas, sur le numéro atomique croissant. Le numéro atomique croissant, c'est Z, n'est-ce pas? Et il s'est aussi basé sur les propriétés chimiques. Donc, les éléments qui avaient les propriétés chimiques voisines, il les mettait dans un groupe. Et ceux qui avaient le numéro atomique croissant, il les mettait dans une colonne. Sur une ligne appelée période. Alors que ceux qui avaient des propriétés chimiques voisines, il les mettait dans un groupe encore appelé colonne, encore appelé famille. Et le tableau de classification périodique des éléments est constitué de combien de colonnes? Qui va nous rappeler? Ça, c'est le tableau de classification périodique restreint. Mais en général, le tableau de classification périodique des éléments est constitué de 7 périodes, encore appelées lignes, et de 18 colonnes, encore appelées groupes ou familles. Et celui qui l'a établi s'appelle Dimitri, pour la première fois, s'appelle Dimitri Mendeleïev, un chimiste russe en 1908. Vous devez connaître. Ça peut inspirer bon nombre d'entre vous. Depuis 1908, on parle de lui parce qu'il a fait avancer la chimie. C'est compris? Voilà. On va donc continuer et on va passer à l'évaluation des compétences. Quand on va finir avec cette compétence, on va arrêter pour aujourd'hui, n'est-ce pas? L'évaluation des compétences. Situation problème. La situation problème dit quoi? One est élève en 4e et n'arrive pas à retenir facilement les éléments chimiques du tableau périodique. Il n'arrive pas à retenir facilement les éléments chimiques du tableau périodique. C'est compris? Le professeur annonce qu'il y aura une évaluation sur le tableau périodique la semaine prochaine. Et pour cela, il donne quelques phrases pour aider notamment Wally à retenir les 20 premiers éléments du tableau périodique des éléments. La consigne dit quoi? Tu connais la chanson suivante? Est en rime. Nous allons donc écrire ces différentes phrases. La première phrase c'est est Henri, n'est-ce pas? Est Henri. La deuxième phrase c'est quoi? Lily bêche bien notre oncle François Nestor, n'est-ce pas? Ensuite, Napoléon. Anga à l'écran. Taisez-vous. Si vous voulez.
sans plaquer à l'aide. Voilà les 3 phases, n'est-ce pas, qui permettent de retenir les 20 premiers éléments du tableau périodique. Les 20 premiers éléments de la classification du tableau périodique. Et ces 3 phases nous permettent donc de les identifier. Et Henri, quel est donc le premier atome dans la classification périodique des éléments? Oui. Est l'hydrogène. Donc dans E, on voit H, qui nous rappelle le premier atome, qui est l'hydrogène. Le deuxième atome dans la classification périodique des éléments, c'est quel atome? L'hélium, n'est-ce pas? Le symbole de l'hélium, c'est He, l'hélium. Vous voyez que est Henri, nous avons H pour l'hydrogène, He pour l'hélium. Lily, troisième élément, c'est quoi? Le lithium. On a le lithium. Quatrième, beryllium, BE. N'est-ce pas? Cinquième, le bore. Bien, on a le bore. On souligne donc le symbole de l'élément. Sixième, le carbone. C. Septième, l'azote. N. Donc le symbole c'est N pour l'azote. Huitième, oxygène qui est O. Neuvième, fluor qui est F. C'est pas FR, c'est F. Et N, le néon, Ne. Ensuite nous avons le sodium, 11e, 12e. Magnésium. Cette fois-ci, on souligne M et on souligne G. Parce que le symbole du magnésium, c'est Mg. C'est compris? Voilà. Ensuite, nous avons aluminium. Nous avons silicium, Si. N'est-ce pas? Ensuite, nous avons phosphore, qui est représenté par P. Et nous avons soufre par S. Ensuite, nous avons le chlore et l'argon. Voilà donc les 18 premiers éléments du tableau de classification périodique. N'est-ce pas? Et ce sont ces 3 phases qui nous permettent de retenir facilement. Par la suite, après avoir identifié les 18 premiers éléments du tableau périodique, on demande de regrouper en 3 lignes ces éléments, n'est-ce pas? On doit les regrouper en 3 lignes. Pour les regrouper en 3 lignes, on dit identifier les éléments de la même colonne. On doit identifier les éléments de la même colonne. Les 3 phases nous permettent de faire ça en 3 lignes, n'est-ce pas? On a l'atome d'hydrogène et de ce côté on a donc quoi? L'hélium. Deuxième phrase, on a quoi? On a le lithium, on a le beryllium, ensuite on a le bore. On a le bore, on a le bore, on a le carbone, ensuite on a le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et le néon. L'hélium sera donc à ce niveau, n'est-ce pas? Par la suite, nous avons quoi? Le sodium, le magnésium, l'aluminium, le silicium, le phosphore, le soufre, le chlore et l'argon, n'est-ce pas?
Et là, on aura donc établi de manière réduite les 18 premiers éléments du tableau périodique. Voilà donc les 18 premiers éléments du tableau périodique. C'est compris? Identifier. La troisième question nous demande d'identifier les éléments d'une même colonne. Qui va donc identifier les éléments d'une même colonne? Qui va citer dans une même colonne? Oui. Le béryllium et le magnésium. Bérium, magnésium, même colonne. Hydrogène, lithium, sodium, même colonne. Bore, aluminium, même colonne. Chlore, silicium, même colonne. Azote, phosphore, même colonne. Oxygène, soufre, même colonne. Fluor, chlore, même colonne. Et hélium, néon, argon, même colonne. Lithium et sodium sont de la famille des alcalins. Le beryllium et le magnésium sont de la famille des alcalino-terreux. L'hélium, le néon et l'argon sont de la famille des gaz rares, encore appelés gaz nobles, n'est-ce pas? Voilà les différentes familles. Le fluor et le chlore sont de la famille des halogènes. Et le reste sont des éléments de transition. Donc voilà à votre niveau comment vous pouvez retenir facilement et établir facilement les 18 premiers éléments du tableau de classification périodique des éléments. Et sachez que tant que vous allez faire la chimie, vous allez toujours vous référer à ce tableau de classification périodique des éléments qui a été établi par qui? Je l'ai dit tout à l'heure. Dimitri Mendeleïev, un chimiste russe en 1908. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, nous allons continuer avec l'électrolyse de l'eau, n'est-ce pas? Qui est une décomposition de l'eau à partir du courant électrique, qui se décompose en dihydrogène et en dioxygène. Et l'électrolyse se déroule dans un électrolyseur qui est constitué de deux électrodes, notamment l'anode et la cathode. Le dioxygène qui se dégage à l'anode et le dihydrogène qui se dégage à la cathode. Et nous allons voir des expériences qui permettent d'identifier ces différents gaz. C'est compris? Nous allons aussi continuer avec les solutions, notamment la solution aqueuse, qui est un mélange de solvant et de soluté. Donc, le solvant plus le soluté donne la solution. Nous avons vu les différents types de mélangements en classe de quatrième. Il existait en classe de quatrième deux types les mélanges homogènes et les mélanges hétérogènes. Les mélanges homogènes, on ne pouvait pas distinguer les différents constituants. N'est-ce pas? Et les mélanges hétérogènes, on pouvait donc distinguer les différents constituants du mélange. C'est compris? Donc, allez à la maison, révisez beaucoup sur les solutions, révisez beaucoup sur l'électrolyse de l'eau, que nous allons voir la prochaine fois, et l'électrolyte. Parce qu'une solution qui conduit au courant électrique contient des ions. Et pour cela, contient des porteurs de charge. Donc, révisez vraiment beaucoup. J'ai constaté que vous n'avez pas encore le niveau, vous êtes encore pas aussi, vous dormez, alors que nous sommes à quelques mois de l'examen. Prenez conscience. C'est compris? Que chacun fasse ses travaux, les travaux dirigés que j'ai donnés, vous les traitez, et on va continuer la prochaine fois. Je vous remercie pour votre facilité. Merci.